présentation de toutsurlehockey.com. La première question, c'est Booba qui l'a posé. Pas le rapper, mais c'est un nom utilisateur Twitter qui nous pose cette question-là. Avec l'ajout de Justin Barron dans le prospect pool du Canadien, est-ce que le CH pourrait se permettre d'ignorer Simon Nemeth s'il repêche plus loin que premier ou deuxième? Moi, si le CH repêche 3 ou 4, je ne prends pas Nemeth. Fait que j'ai d'autres choix pour lui, donc ma réponse. Il n'y a juste pas de lien. C'est pas le même genre de défenseur, c'est pas le même potentiel, donc pas la même place dans l'alignement. Donc l'arrivée de Justin Barron n'a aucun impact si tu prends Nemeth ou non. Ça n'a aucun impact. Ouais, pour répondre à la question, ça n'a aucun impact. Le Canadien peut se permettre de ne pas repêcher Nemeth. Mais l'ajout n'a aucun impact. C'est ça, exactement. Le fait, c'est ça. C'est pas Barron. Puis, si Barron arrive, le repêchage, ça reste aussi des assets, des best players available. Puis, Nemeth, probablement qu'au bout de la run, il va peut-être être meilleur que Barron. Fait que, si tu as la chance de le repêcher, pourquoi tu le repêchais juste parce que Barron est arrivé? Puis si une shit arrive, puis le Canadien repêche 5 puis ils choisissent Nemeth, ben c'est pas un désaveu envers Barron, c'est qu'à leurs yeux, c'était le meilleur joueur disponible, puis ils l'ont repêché, c'est tout. Et bon. Moi, je dirais, la réponse populaire, c'est de dire tu ne repêches pas aussi haut en fonction de tes besoins. Ouais, exact. Je vous invite, les gars, s'il y en a un qui va le faire tout de suite, vous pouvez lancer votre pointe envers Kotkaniemi. Non, c'est correct. Non, pas besoin. Vu que Max n'est pas là, il fallait que quelqu'un le fasse. Mais, mais pour ce qui est de Nemeth, là, tantôt on a parlé, je l'avais mentionné à Pascal, hein, c'était là que je voulais en venir. Là. Quand tu évalues un espoir, tu te poses la question tout le temps, savoir j'évalue-tu l'impact que le gars a sur un match ou j'évalue ses outils. Puis Nemeth, pour moi, c'est un peu ça. Sans dire que c'est un joueur qui est polarisant, tu peux quand même retrouver deux écoles de pensée sur lui. Puis c'est le cas pour pas mal tous les espoirs, là, mais il y en a certains qui sont encore plus frappants. Puis Nemeth, c'est un de ceux-là. Peu importe l'issue de son développement, là, le parti qui va avoir eu raison va pouvoir se dire c'était donc bien évident. C'était donc bien évident que c'est le même que ça allait finir. Parce que Nemeth, nous autres, on a peut-être un peu plus de réserve sur lui dans le sens que il ne coche pas nécessairement beaucoup de qualités à un niveau qui sont très hauts ou élite. Défensivement, ça peut être un petit peu égaré. C'est pas nécessairement. C'est égaré, oui. Ouais, c'est ça. C'est pas un typique shutdown que tu te dis, ce gars-là, je le match contre les meilleurs éléments adverses, puis il va les tenir au silence. Offensivement, moi, je le trouve bon, mais pas nécessairement élite. C'est un bon patineur, il n'est pas élite. C'est pas un gars qui a un gros lancer. Cette année, il a marqué un but en 39 matchs. Ouais. C'est un bon distributeur de rondelles, mais encore là, c'est pas un playmaker que je qualifie d'élite encore là. Fait que tu regardes tout ça et tu dis, ben là, si c'est pas un dynamo offensif, si c'est pas un shutdown, mais je vois pas trop pourquoi je le repêcherais top 5. Mais comme on disait, c'est l'impact dans une partie, dans une game. T'sais. Pour moi, la plus grande qualité de Nemeth, c'est son implication sur la glace, son implication dans le jeu. Quand il y a des bonnes games, tu vas rien voir lui sur la glace. Il est partout, il fait tout, il fait progresser le jeu, il prend des bonnes décisions, mais c'est-tu suffisant pour dire je le prends en top 5, mettons? Des fois, il est bon partout, même. Ouais, mais c'est ça, c'est un cas qui est difficile. Puis, tu sais, comme je mentionnais là, tantôt, là, c'est subjectif le scouting, mais il ne faut pas que ça devienne personnel et sentimental. Moi, Nemeth, là, après le tournoi Linka, il venait de mettre la barre à mes yeux de qu'est-ce que ça allait prendre pour sortir deuxième dans ce repêchage-là. Après le Linka, je l'avais deuxième, puis au mois de décembre, j'avais aux alentours de 11 à 12.
Pascal pourrait le mettre 2, ça ne me dérangerait pas. Simon le mettrait 11, ça ne me dérangerait pas non plus. C'est un peu ça. Là, moi, en ce moment, je l'ai entre 5 et 9. Là. Ce range-là, il est comme. Il est serreux pour moi, là, puis c'est pas déterminé, là, mais c'est dans ces eaux-là. Là. La question qui suivait était quand même assez collée sur ce qu'on vient de discuter en général. Là. C'est notre première personne qui nous a posé la question, Mick, qu'on pourrait reconnaître sous le pseudonyme de Graine. Je demande si c'est parental Kevin Parent, ça. Il y a un accent qu'on ne voit pas, puis il y a un clavier qui est anglophone, il n'y a pas d'accent, c'est Grené. Grené, ça. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Un petit quelque chose. Salut, un petit quelque chose. Merci. C'était la dernière question à Mick, donc après ça, on va pouvoir arrêter les gags sur son nom d'utilisateur. Mais il posait la question, considérant l'échange du CH, le bassin des prospects en défense est quand même assez rempli. Fait que est-ce qu'on penche plus vers le meilleur attaquant disponible au draft ou on repêche quand même un défenseur en première ronde ou début deuxième si dispo? Fait que tu sais, moi, c'est clair que c'est le meilleur joueur disponible. Puis si le meilleur joueur disponible est un défenseur, ben go for it. On va prendre un défenseur. Au final, là, c'est ça. Au final, ce défenseur-là, même si... Parce qu'on l'a dit souvent sur le podcast ensemble, Pascal, mais les besoins d'aujourd'hui, c'est peut-être pas les besoins que tu vas avoir dans 3 ans. Fait que, si présentement, ton besoin, c'est un attaquant, ça se peut que tu repêches un attaquant, puis dans 3 ans, cet attaquant-là, il ne te sert plus. Fait repêche le meilleur joueur disponible. Puis si dans 3-4 ans, tu te rends compte qu'il n'y a pas de place dans l'alignement, ben c'est un asset pour l'échanger, c'est tout. C'est juste exact. C'est ça, un des bons exemples, puis on ne s'éternisera pas là-dessus, mais c'est Cole Caulfield. Caulfield, il a droppé, puis finalement, les Canadiens, ils ont dit, regarde, on le prend. Il était haut sur notre liste, on l'a ramassé, puis là-dessus. C'est comme ça. Si jamais c'est un défenseur qui... Parce que tu ne fais pas une liste pendant 8 mois de temps pour sortir de ta liste. Non, c'est ça. Exact. Si ton attaquant, si le gars qui est en deuxième ronde, c'est un attaquant, c'est lui que tu choisis. Schneider à New York, c'est un défenseur que New York avait... Dans leur pool, il y avait genre 5 gars à droite qui avaient un bon potentiel, mais ils ont quand même pris Schneider. Je pense qu'ils ont tradé up pour aller le chercher. Ouais. Parce que c'était le meilleur joueur sur le liste. Ouais. Fait que, pour les équipes vraiment qui sont BPA, qui sont vraiment best player available, c'est comme ça que tu fais. Puis au pire, ils échangeront Schneider ou Lundqvist ou peu importe pour aller chercher quelque chose de bon. C'est comme ça, il faut qu'on le voie aussi. C'est vraiment pas une mauvaise façon de faire. C'est pas une façon qui était faite, je crois, par les Canadiens de Montréal. Donc on n'est pas habitué à ça. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Gorton et Hughes, on va voir de plus en plus ça. Fait que moi, je suis bien content de ça. On s'entend que si tu repêches le meilleur joueur disponible, c'est un défenseur, puis que là, à un moment donné, tu es prêt à tourner le coin, puis tout ce qui te manque, là, c'est un ailier. Si ce défenseur-là te permet d'aller chercher un ailier qui est NHL ready, qui a déjà fait ses preuves dans NHL, c'est un succès de repêchage. Même s'il n'a jamais joué avec l'équipe, c'est un succès de repêchage pareil. Ce sont tous des assets. C'est ça. Heinemann, Tippett, c'est tout du monde que Smilonik, c'est tout du monde que les équipes disent oui, c'est un prospect correct, mais j'ai besoin de ce joueur-là pour aller au bout. Fait que je vais aller le chercher en le tradant. C'est tout. C'est la business. Voilà. Mike Lemieux, Mike de Cat. Mike de Cat. Le chat. On le salue, Mike, fidèle auditeur du TSLH podcast, qui nous demande, là, c'est sûr, Mike, là, attends-toi pas à ce qu'on te fasse un name drop de 10 noms, là, chaque, là. C'est un peu exhaustif là, comme question. On va essayer d'y répondre le mieux possible. Des gars intéressants pour le CH entre le 25 et le 35e. C'est pour le late first puis early second, mettons. T'sais, moi, tantôt, j'ai parlé de Luno. Je pense que ça peut répondre à la question. Puis,
si la logique des listes générales qu'on voit continue, moi, si Nathan Gaucher descend à fin de première ronde puis le CH passe par-dessus, je flippe la table, peu importe je suis où au repêchage, je vais flipper la table, c'est sûr. Mais ça va dépendre aussi de. Parce que, tu sais, moi, ma liste, mettons, moi, j'ai Pickering en bas de liste, puis je sais que vous autres, vous l'avez plus haut. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je me dis, ben oui, mettons, il repêche 27. Ben oui, on va pogner Pickering, j'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Mais, tu sais, si tu l'as, toi, mettons, top 10, ben c'est sûr que là, on n'est plus dans la même range, moi, puis toi, là. C'est ça. Mais, tu sais, un gars comme Gaucher. Ouais, Gaucher. Moi, à ce jour, j'ai Delbel Belouz, mettons. Là. Si je me fie à ma liste là, tu sais, le CH repêcherait fin première. Delbel Belouz, Perevalov, Devine, ce serait des gars que je pourrais voir. Mais, moi, j'ai Coolidge, que je déteste pas non plus. Le joueur que tu vas repêcher 26, il n'est pas 26 sur ta liste. Non, c'est ça. Il va toujours être non, mais c'est ça. Puis, moi, je vais être plate. Je vais être plate encore une fois, les gars, mais justement, les joueurs que je pense qui pourraient être disponibles sont plus hauts sur ma liste. Je vais me garder un secret encore. Là. Je vais les révéler quand je vais sortir ma liste. Mais, juste pour montrer des exemples, là, j'avais partagé sur Twitter cet été. Là, le Wild de Minnesota, ils ont repêché un défenseur l'an passé, 54e. Il avait top 20 sur les listes. Ils ont sorti un genre de vidéo dans les coulisses. Là. Puis c'était le défenseur Jack Pearce. Puis tu vois, j'oublie son nom, mais le recruteur qui était à Vancouver précédemment, là, quand ils font leur sélection au 54e rang, il y avait 2 choix de première ronde, puis il dit hey, dans le top 54, on a repêché 3 joueurs qu'on avait top 20. Fait que Jack Pearce, il avait top 20, ils ont repêché 54. Fait que ça se peut là, que, mettons, le Canadien, leur choix que Calgary, c'est 27. Ça se peut qu'il y ait un joueur qui était 11e sur leur liste qui soit disponible. Mais mettons, il va plus peut-être à large les gars qui pourraient tomber dans ce coin-là sans nécessairement dévoiler. On tomberait peut-être dans le Gaucher, dans le Odelius, peut-être Delbel Belouz, mettons, Matechuk. Matechuk, moi je pense qu'il va être parti, mais c'est sûr que ça pourrait arriver. C'est sûr que s'il drop, c'est pas un gars. Est-ce que Ty Nelson, c'en est un? Perevalov, même chose? Est-ce qu'il peut glisser? C'est ça. Parce que, mettons, moi, j'ai Yerichek en fin de first. Là, mais Yerichek, c'est sûr qu'il va sortir. C'est ça. Oui. Fait que c'est pour ça. Là. Je vais remettre les pendules à l'heure une fois de plus. Là. Même si je dis que c'est un repêchage ordinaire, il va y avoir un bon joueur de disponible. À ce moment-là, il va y avoir un bon joueur. Début de deuxième ronde, il va y avoir des bons joueurs. Même avec le choix d'Edmonton, il va y avoir des bons joueurs. Mais Simon, il y a des bons choix en troisième ronde aussi. Ben ouais, c'est ça. Il y en a des bons joueurs. Là. Ben ouais, c'est ça. Quand je dis que. Non, mais c'est ça. Mais quand je dis que je trouve le repêchage faible, ça ne veut pas dire que tu ne trouveras pas des bons joueurs. Il va y en avoir comme à chaque année qui vont descendre. Comme à chaque année, tu vas avoir des joueurs qui vont faire un développement et une progression inespérée puis qui vont surpasser toute attente. Là. Fait que les Canadiens, ils ont 5 choix, je pense, 4 ou 5 choix dans les top 50. Puis tu n'as pas à te plaindre. Là. Tu vas sortir de là, tu vas améliorer ton pool d'espoir, c'est sûr et certain. Moi, savez-vous qu'est-ce que je vais faire sur cette question-là? Je vais dire à Mike le chat, là, soit viens dans notre live, si live il y a, puis on va te le dire rendu au choix du Canadien. En plein ça. Quel gars qu'il faut qu'il repêche. Ça va être plus simple pour nous. Parce que, tu vois, moi, je regarde ma liste de l'année passée, puis le CH a repêché avant-dernier. Il repêchait à la fin de la première ronde, 31. Puis moi, en fonction de ma liste, c'est le gars qui était classé 13e qui aurait été pris, puis c'est Sacha Pastudja. Puis l'autre choix d'après du CH, que là, j'ai clairement pas le draft devant moi. Je pense qu'il était fin deuxième, right? Les choix du CH là, en deuxième ronde, c'était fin deuxième. Oui, c'est 63-64. Bon, ben tu vois, moi j'avais mon 24e puis mon 25e pour le CH. Fait qu'effectivement, là, c'était Simon Robertson puis Stanislav Zvozil que j'avais pour le CH. Mettons, en fonction de ma liste. Fait que si je ramène ça à cette année, mettons que le CH repêche 27e, là, on y va totalement au hasard comme ça, en fonction du choix des Flames. Ben, si je monte un peu dans ma liste. Oh! Si je monte un petit peu dans ma liste, en fonction de ce que j'ai, là,
Ben, tu sais, Marco Casper, Jimmy Snuggerud, gaucher. Moi, c'est Jack Devine. En fonction de ma liste à moi, là, mais encore une fois, ça dépend toujours du board, comment il se développe. Puis, c'est ça. C'est une bonne question. On verra. Oui, bonne question, Mike. Puis pour l'info de tous, on n'a pas encore statué s'il allait avoir un live cette année au repêchage parce que on travaille fort pour être au repêchage là-bas. Fait que je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. Le prix de consolation, Marc, c'est que si vous n'êtes pas sur place au Centre Bell, je vais être du live pour la draft. Là. Nice. Solide prix de consolation. Hein. C'était ça l'annonce que tu voulais faire en début de podcast? Ben, c'était le guide, là, mais ouais, ça peut être ça. C'est bon. 2 grosses annonces. Tu changeras ton statut sur Twitter. Là. On a 2 grosses annonces. Mais les lives, c'est avec caméra. Ah non. Ouais, c'est ça. C'est une joke. Prochaine question de Max Tixador. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Max Tixador, c'est WooMax sur Twitter. Qui nous demande le CH a acquis un choix de première ronde potentiellement tardif cet été. Quel espoir intéressant. Ah, ben, regardez, on a déjà parlé de ça. Bon, ben, c'est beau. Fait que, Max, si tu as manqué les dernières minutes puis que tu as popé à ta question là, backtrack d'à peu près 5 minutes, 5-10 minutes, puis tu vas avoir la réponse à ta question à ce sujet-là. Fait que la prochaine question, c'est Israël qui demande si les Canadiens seraient... là, j'ai fait du copier-coller, puis des fois, Israël, l'orthographe, fais attention, conseil d'amis. J'ai un peu de misère à lire ta question. Je vais essayer de la lire comme il faut. Attendez un petit peu. Il veut savoir, dans le fond, avec le first pick, est-ce qu'on va chercher un deuxième centre si on est Ken Hughes ou un carrière sur le PP ou une autre option? Okay. Voilà, c'est ça. Fait qu'avec le first pick, est-ce qu'on y va... encore une fois, c'est le meilleur choix. Moi, si le CH a le premier choix, je peux pas croire qu'ils prennent pas Shane Wright. Fait que pour toutes les autres options, moi, perso, je vois pas d'autres options. Fait que, moi non plus, mais c'est ça. C'est ça le draft, on sait jamais, mais... Parce que pour vrai, un corps arrière de powerplay... cette année, un vrai carrière que tu dis, ce gars-là peut mener un powerplay dans la NHL présentement. Ben, tu sais, il y en a, mais pas tant, c'est ça. Un premier QB, là. Pour la premier QB, c'est poussé un peu peut-être, mais tu sais, mettons, Lane Hudson, il est très bon, là. Ouais. Sauf mais c'est pas ton first overall. Menchikov puis Nemetz, moi, j'ai trouvé super bon pour driver. Mais ils sont bons, mais tu sais, est-ce qu'ils sont élites? C'est ça. C'est Markov style. C'est ça. J'ai de la misère à projeter un défenseur du draft cette année comme QB numéro 1 d'un powerplay dans la Ligue nationale à ce jour. Là, parce que c'est un bon draft de défenseur de milieu. Là, c'est comme je dis, ça revient un peu à ce que je disais avec la QV 2022 en général. Tu n'as pas nécessairement de premier QB. Après Shane Wright, combien de joueurs de premier trio tu peux être prêt à gager avec des gars de premier trio? 12. Moi, c'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça mon point que le repêchage n'est pas si fort que ça. Là. Mais tu sais, mettons, Ty Nelson, c'est probablement le meilleur défenseur pour le powerplay de toute la gang. Sauf que Ty Nelson, c'est peut-être at best un 4 selon moi. Fait que c'est le fun. Encore là. Ouais, ben c'est ça, ben tu sais, at best. At best. Fait que si mettons tu le mets, c'est ton corps arrière sur le powerplay, c'est bien le fun, mais tu sais, il faut ça fait pas toi un contender. Mais c'est ça, mais il faut qu'il joue à 5 contre 5 aussi. Ouais. Fait que c'est une autre game, pareil. À moins qu'il devienne un spécialiste de powerplay. Ce que moi, je me questionnais justement au mois de novembre quand on a fait notre liste. Est-ce que ça va devenir juste un spécialiste de powerplay puis des minutes à 5 contre 5 sur un bottom, des troisième paire peut-être? Fait que c'est ça. Mais tu sais, Nelson, je pense que c'est peut-être le meilleur de la gang parce que je trouve qu'il est stable sur le powerplay. Il est sharp. Mais c'est ça. Mine de rien, là, des spécialistes du powerplay, ça existe plus tant. Hein. Non. Quand tu regardes ça, là, ça n'existe plus des spécialistes powerplay. Ben, parce que la game en tant que telle, c'est ça, la game en tant que telle, il demande à ce que tu sois capable de jouer
partout. Ouais, Peut-être pas partout, mais que tu sois capable de jouer à 5 au moins à contre 5 contre 5. C'est ça. Fait qu'à la minute que tu es juste un gars de powerplay, je pense à, mettons, Jérémy Poirier que j'ai en tête. Jérémy Poirier, c'est un gars qui est très offensif. C'est sûr que défensivement, c'est touché, mais c'est ça. C'est que là, il y a ce qu'il va être capable de rentrer dans la Ligue nationale à un moment donné. C'est ça. C'est le côté défensif qui est appelé. Fait que c'est un paquet de devs comme ça là, dans ce draft-là aussi. Là. All right. Fait que pour le CH, au niveau du repêchage 2022, il restait une petite question. Là, c'était de la part de Sonic, pas le jeu vidéo, mais un utilisateur Twitter. On va toujours trouver une petite... Ouais, exactement. Un film qui sort d'ailleurs au cinéma bientôt à son sujet. Bref, il posait la question là, pour... si on avait été Timmins dans les dernières années, qui on aurait repêché en fonction de nos listes, je trouvais l'exercice beaucoup trop long là, pour le podcast. Fait que j'ai comme enlevé parce qu'on en a parlé aussi, là, j'ai parlé de ma liste tantôt, mais si jamais je sais que Simon Saint-Laurent a écrit un texte là-dessus là, au niveau du CH qui est disponible sur le site. C'est quand même assez long à répondre. Que j'avais Jason Robertson en 2017. Ouais, moi, moi, j'ai tous mes picks pour le CH à partir de 2017. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui se demande, je peux les sortir. Puis, on en a, je pense que j'en ai déjà partagé aussi en privé, justement, les choix que j'aurais fait. C'est important aussi de faire l'exercice du moment que tu as une liste que tu peux te backer, mettons, publiquement, de dire, ben, ma liste, une semaine ou deux avant le draft, c'était ça, puis c'était ça, tu sais. N'importe qui peut arriver et dire en 2011, j'aurais pris Johnny Gaudreau en 3e ronde, c'était pas de liste. C'est ça. N'importe qui peut dire ça. Là. C'est sûr. Moi, je l'ai fait depuis 2017, puis je faisais aussi l'exercice à temps réel. Là, comme 2020, je n'avais pas pu à cause des contraintes personnelles. Là. Mais comme je disais un peu tantôt avec les joueurs russes, à un moment donné, tu arrives, tu as des décisions à prendre sur le plancher du repêchage, de dire, moi, ce gars-là, mettons, je l'ai 25, mais je suis conscient que c'est un gars qui passe sous le radar un peu. Mais sous le radar, je parle pas de Pascal. Là. Mais qui passe sous le radar. Fait que je me dis, ben là, mettons, moi je le vois haut, mais j'ai un choix à 29, puis j'ai un choix tout de suite après qui est 36. Je prends-tu le guess d'attendre à 36 pour le repêcher, puis je m'en vais me chercher un joueur au 29e rang que je sais qu'il ne serait pas disponible autrement. C'est un guess à prendre un peu. Là. Fait qu'il y a quand même une nuance à dire. J'ai fait une sélection par rapport à ma liste après le repêchage, puis je l'ai fait pendant le repêchage. Ouais. Parce que tu as des décisions à prendre sur le plancher. Hein. Moi, mettons, là, l'année passée, j'avais dit, l'année passée, sur ma liste, ça aurait été Sacha Pastujov en première ronde. Mais selon... Parce que je suis sûr que le Canadien, selon la façon qu'ils fonctionnent avec leur liste, j'aurais proposé Matthew Nice. Peu importe, je suis sûr et certain que Matthew Nice était plus haut sur leur liste que Sacha Pastujov. Mais moi, mettons, au repêchage, mettons que je repêche pour le Canadien, j'ai pris Matthew Nice. Je sais que selon votre philosophie, c'est lui qui fait le plus, mais ma liste, c'était Pastujov. Bon. À moi, selon qu'il n'y a pas de ligne directrice, c'était Pastujov. Mais moi aussi, c'était Pastujov. De toute façon, on en avait discuté live aussi. Mais tu sais, juste à titre d'exemple, depuis 2017, là, juste la première ronde, j'avais Tolvanen au lieu de Poehling, j'avais Tkachuk au lieu de Kotkaniemi, j'avais Krebs au lieu de Caulfield, puis j'avais Michak au lieu de Goulet. Puis ça a donné que Goulet il est quand même sorti pareil. Ouais. Et Pastujov. Moi, je vais passer vite fait encore, pas m'éterniser, mais 2017, j'avais Jason Robertson, que j'avais top 15 en place de Poehling. Il y a une couple de joueurs que j'avais pris en 2017 qui ont joué les Nash l'an passé. Sacha Chmelevski avec San Jose, David Ferencz, puis Ivan Tchekovic aussi avec San Jose. Chmelevski, je pense pas que ça va être plus qu'un joueur de la Ligue américaine. J'ai checké ses matchs à l'NH, puis le patin il fait encore trop de défauts. En plus, San Jose, mine de rien, ont quand même une pas pire petite banque d'espoir qui se garnit petit à petit. Fait que je pense qu'on peut fermer les livres un peu dans son cas. Tchekovic, il est en Russie. David Ferencz, j'avais regardé ses matchs. Il y a eu 2 ou 3 matchs avec Nashville, je les avais écoutés. Il était capable de tirer son épingle du jeu, mais il était un peu protégé. Il jouait peut-être, 15 minutes. Puis cette année, dans la Ligue américaine, ça a l'air un petit peu plus difficile. 2018, j'avais Quinn Hughes à la place de Kotkaniemi. J'avais Samuel Falgemo qui pourrait peut-être donner quelque chose. Spencer Stastny, je n'aille pas non plus.
2019, Alex Newhook. Vladislav Kolyachonok qui joue avec Arizona cette année comme défenseur. Ouais. Moi, je le voyais très haut. Kolyachonok, personnellement, je l'avais 14. Puis je voyais une genre d'émule de Niklas Hjalmarsson en lui. Là. On verra. C'est peut-être un peu optimiste. Là. Je pense pas qu'il soit aussi bon que ça. Mais je le voyais comme justement défenseur défensif là, sur un top 4 qui peut jouer des bonnes minutes, peut être solide. Puis j'avais Nick Robertson aussi comme au choix de deuxième ronde. En 2020, j'avais Mercer, Tristan Robbins puis Yann Missak. Et justement, dans l'article que tu disais, Marc, j'avais écrit mon choix pour le Canadien au rang de Missak, c'était Missak. J'avais écrit en joke dans mon article, j'avais écrit pire deuxième choix du CH ever, à jamais. Puis il y a du monde qui ont comme pas saisi la joke. Et qui venait m'écrire, voyons, comment ça se fait que tu l'as eu autant, Missak? C'était genre, mais je viens de dire, je l'avais 25 sur ma liste, là, je l'ai eu pas. Bref, le monde, ils n'ont pas saisi la joke. Puis l'an passé, comme on a mentionné, moi, j'avais Scott Morrow, que j'avais 14e sur ma liste, que je voyais dans ma soupe à tout prix. Puis c'était lui mon choix, pas le CH. Ça aurait été un bon choix aussi. C'est moi de 2016, de février 2016 à juillet 2019, j'avais pas Internet sauf sur mon téléphone. Fait que c'est pour ça que j'ai pas de liste. Fait que je peux pas vous dire, je regardais pas beaucoup de matchs outre lire puis des vidéos de highlights. C'est pour ça que j'ai rien de plus. Oh! 4 avril 2022, Pascal révèle qu'il était un gift scout. Non, mais je produisais aucun contenu. 4K. Il a été pogné en 4K. Je produisais aucun contenu non plus. J'étais pas sur Twitter. Ça, c'est quand même bon de le dire. Tantôt, je le disais en joke, mais tu sais, on voit du monde des fois dire le jour du draft, là, moi je prendrais tel gars. Puis finalement, il arrive 8 mois plus tard. Puis là, ils te sortent un nom du champ gauche. Puis finalement, tu regardes leur liste ou ce qu'ils ont dit sur Twitter, mettons, la journée du draft, puis ça concorde aucunement. Là. Ouais, ça, c'est partout. Là. C'est un peu facile pour tout le monde de dire n'importe quoi. Moi, je cherche, je vois rien. Ouais, c'est ça, mais c'est ça le problème avec Twitter, c'est que tout le monde peut dire n'importe quoi, n'importe quand. Puis tu as tellement d'opinions qui sont véhiculées qu'à un moment donné, tu t'en échappes. Tu te rappelles pas de qui a dit quoi, quand. Fait que tu as des affaires de même qui se perdent un peu, puis du monde qui en parle des petits bouts. Faut juste pas prendre ça personnel. Puis s'il y a de quoi, ben, comme dans la vie de tous les jours, il y a toujours des factures qui peuvent aider. On va chez le comptable. On s'en va chez le comptable, puis on sort les factures. Mais ouais, bref, au final, on a répondu à la question de Sonic. Il y en avait une autre qui était facilement répondable. Je ne sais pas si ça se dit. Ça se répond assez facilement, en fait. Avec la banque des espoirs du CH, quelles seraient nos cibles pour le prochain repêchage? Même si on repêche toujours le meilleur dispo, ben, tu sais, en fonction de nos listes, on a sorti beaucoup de noms tantôt. Ouais. Moi, je prendrais peut-être un petit angle sur cette question-là parce qu'avant les Jeux olympiques, j'avais fait un tweet qui avait un peu rapport à ça. Puis je le répète, c'était avant les Jeux olympiques que j'ai dit ça. Fait que for the record, je vais le répéter, c'était avant les Jeux olympiques que je disais ça. Mais je disais que si le CH ne repêche pas premier ni deuxième, parce que pour moi, deuxième, ça serait encore sa voie à ce jour en fonction de la liste que j'ai. Mais à partir de top 3, le CH doit repêcher Juraj Slafkovský. Et s'il repêchait Juraj Slafkovský au deuxième rang, je comprendrais pareil. Parce que c'est un type d'espoir dans le pipeline que c'est un prototype qui est absent dans les espoirs du CH. Puis pour moi, ce serait vraiment une sélection très explicable. Puis là, ben, par la suite, on connaît l'histoire. Aux Jeux olympiques, il a été dominant. Puis depuis ce temps-là, je ne l'ai pas re-regardé dans la Liga depuis, mais ça a l'air qu'il est très bon. Il joue bien. Fait que, pour moi, ça revient répondre à la question. Considérant l'état du pipeline, je pense qu'un gars comme Slafkovský, t'as pas ça dans le pipeline à Montréal, puis ça t'en prend un si c'est possible. Ouais. Si mettons c'est hors du top
3. Moi, Slafkovský, je ne l'ai pas dans le top 3. Fait que faudrait que ça soit hors du top 3 pour moi. Mais non, pour vrai, oui, je suis d'accord. Il y en avait un gars de même. Mais il y en avait un gars de même qui aurait pu être drafté. Il s'appelle Brady Tkachuk qui n'a pas été drafté, par exemple. Ben, c'est ça. On peut-tu rattraper l'erreur si on a la chance cette année? Hey, ils vont repêcher Kamel à la place. Non, je capoterais, man. Ah, j'en sacrais en live encore, comme Mayu. Mais tu sais, mettons ce que. Tu sais, pour répondre à la question, je ne nommerai pas des noms, mais juste si on regarde, mettons, les positions, qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, toutes les positions. Il n'y a rien chez les Canadiens qui. Tu sais, oui, défenseur gaucher, mais tu n'as pas d'élite. Donc, il en faut. C'est un gars qui est power play au fond, full offensif. Très disponible, très, très utile dans ton pipeline. Défenseur droitier, très utile aussi. Centre, pourquoi pas, t'en as pas, autre ce qui est dans la ligne américaine, puis dans la ligne nationale, puis à droite, puis à gauche non plus. Ben, tu n'as pas de deux derrière Suzuki. Fait que... Non, c'est ça. Fait que, il faut des joueurs partout. Fait que, t'as pas de puis, tu sais, par rapport à ça, là, ça me fait toujours rire, tu sais. Des fois, tu lis des commentaires, puis pas nécessairement pour le CH, mais mettons pour d'autres équipes, tu sais, mais leur pipeline est déjà garni, ils ont l'embarras du choix, ils peuvent choisir en fonction des positions. Oui, mais un pipeline d'espoir, c'est jamais trop bien garni. C'est juste, tu peux juste toujours ajouter les meilleurs joueurs disponibles. C'est jamais de la perte. C'est quelque chose que tu peux jamais perdre, des espoirs. Ça te coûte rien sur ta masse salariale en plus. Puis ça se liquide avec des échanges. C'est quelque chose que tu peux garder à souvent, ils peuvent jouer n'importe quel côté aussi. Très souvent, quand on regarde un joueur, il va jouer à gauche, à droite, sans problème. Tu sais, quand il passe au niveau supérieur, c'est sûr que justement, s'il n'a jamais joué à cette position-là, mais tout s'apprend dans la vie. Il y en a qui sont des étudiants de la game, students of the game, qui savent comment jouer n'importe quelle position. Fait que ça se fait. C'est sûr que de lier à centre, c'est plus compliqué, mais il y en a qui peuvent le faire. Cette année, en tout cas, bref, n'importe quelle position est très pertinente pour le CH, même gardien de but. Les boys, aviez-vous d'autres choses à rajouter avant qu'on passe au bloc du prospect pool du CH? Parce qu'on va comme quitter l'aspect repêchage 2022 pour les prochaines questions. Pas trop. Tout a été dit. Parfait. Dans les derniers temps, le CH a rajouté quelques espoirs. D'ailleurs, on est toujours très content. On apprécie beaucoup que vous partagiez nos profils qu'on fait. C'est quand il y a des espoirs qui est acquis par le Canadien, nous, on ressort nos profils qui ont été faits en 2020-2021. Puis on crée un autre rapport de progression. Pascal, il s'attache pas mal là-dessus. Ouais. Fait que dès qu'on acquiert un espoir, ben, on va le visionner puis on offre un rapport d'observation par rapport à lui. Donc, évidemment, on vous remercie encore une fois de partager tout ça, d'avoir le réflexe de venir sur le TSLH Espoir pour venir consulter ça. Donc, les prochaines questions portent vraiment beaucoup sur les nouveaux espoirs qui arrivent avec le CH puis sur le prospect pool en général du Canadien. JB Gagné qui demande à quel rang Justin Barron s'incruste-t-il dans un palmarès d'espoir? Puis est-ce que, là c'est en fonction du classement de Scott Wheeler, est-ce que Joshua Roy aurait mérité d'être plus haut que le 8e rang selon vous? Fait que tu sais, sans dresser un top 10 des espoirs du CH parce que c'est de la job popée, puis on en a fait un épisode là-dessus, Pascal a donné son top 10 sur le TSLH podcast. Mais avec l'ajout de Barron, à quel endroit vous le positionnez à peu près dans le prospect pool? Puis Joshua Roy aurait-il mérité d'être plus haut que 8e en fonction du classement de Wheeler? Moi, personnellement, Barron, j'ai ma liste sous les yeux. Là, la liste que j'avais faite vraiment sans y penser. Là, c'est mon top 10 des prospects. Moi, je le mets 2e derrière Gouli. Personnellement, je serais prêt à le mettre devant Mayu, Harris, puis j'avais Michak, Ilonen et toute cette gang-là, Farrell. Puis, je pense que Barron, puis je pense qu'on en parlait avant d'entrer en onde. Moi, je le vois comme un bon 3 ou 4, puis je pense que les autres qui sont en arrière de lui dans ma liste, donc, tu sais, Mayu, je pense que je le vois un peu comme ça aussi. Harris, moi, je le voyais plus un genre 4-5.
Ouais, at best, encore une fois, toujours dans. Fait que je pense que Barron, moi, je l'insérerais là. Je pense que Gouli, c'est le meilleur espoir du Canadien en ce moment. En tout cas, à Def, là, selon moi. Fait que Barron, c'est parce qu'il peut amener quelque chose qu'un gars comme Harris ne peut pas amener. Tu sais, je pense que Barron, il y a cette attaque-là un peu on tap que tu peux amener. À maturité, évidemment, il a un bon patin. Fait que, tu sais, ça le distance. Mailloux, il y a ce côté-là offensif, mais il y a le jeu physique aussi, mais défensivement, c'est un peu plus so-so. Fait que c'est. Chacun a un peu c'est des profils, je pense, qui pourraient être complémentaires. Fait que, tu mets un gars peut-être comme éventuellement dans 4-5 ans, un Goulet avec peut-être un Barron, puis tu mets un Harris avec Mailloux, tu essaies de négocier Romanov avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut bien se compléter d'une manière ou d'une autre. Fait, moi, je le verrais là en ce moment, mais je ne serais pas surpris que les gens le mettent un peu plus bas. Puis pour Roy, moi, je le mettais 10e sur ma liste, fait que c'est même pas 8e. Ce qui arrive avec Roy, c'est qu'il faut faire attention parce que oui, il a explosé, puis ça, c'est excellent. C'est un choix de 5e ronde, puis tout ça. Mais ça reste que c'est pas parce qu'il produit comme ça dans la GMQ qu'il va produire comme ça dans la HL. Ça ne veut pas dire qu'il va produire comme ça dans la Ligue nationale. Il y a des bons outils, Roy, mais ça reste que quand on l'évaluait au repêchage, en tout cas, je ne sais pas de votre côté, mais c'était un gars que c'était pas le gars qui était le plus. Les deuxièmes efforts n'étaient pas tout le temps là. C'était pas un gars qui travaillait tout le temps. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées avec les Sea Dogs, que bon, il s'est fait sortir de là parce que c'était assez ordinaire qu'est-ce qui se passait là-bas. Mais en gros, je pense pas. Ça reste un gars, selon moi, peut-être un gars de 3e, 4e trio, at best encore. Fait que je le vois pas personnellement plus haut que 8, comparativement à ce que Wheeler disait. Pour ce qui est de Baron, je le mettrais probablement 3e. Je pense que, à moins que je me trompe, il y a d'autres questions par rapport au pipeline du CH. Fait que, ouais. On va pouvoir y aller un peu plus en profondeur et extrapoler là-dessus plus tard. Mais moi, je le mettrais probablement 3e derrière Mailloux et Goulet. Pour ce qui est de Roy, je dirais simplement, je ne l'ai peut-être pas assez vu cette année pour m'avancer. Mais de ce que j'ai vu par la bande, il n'y a rien de scandaleux à le mettre 8e. Je pense qu'il ne faut pas monter aux barricades là-dessus. Là. Ça se justifie totalement. Je vais laisser place à l'un de vous. Ouais, moi, Barron, je mettrais, mettons, c'est quasiment au même niveau que Mailloux. En fait, ils sont comme pas complémentaires, mais les deux sont bons dans quelque chose que l'autre n'est pas nécessairement, mais les deux ont des très, très, très bons tirs. Là. Mais je trouve que Barron est plus stable, mettons, fait que je mettrais 3e, puis le gars de Mailloux, je mettrais 4e, puis après ça, moi, j'ai Emil Heinemann. Puis j'avais Roy 7e. Fait que moi, 8e, 7e, peu importe. C'est tous des joueurs que tu sais pas s'ils vont y arriver, mais tant mieux s'ils ont des bonnes saisons. Donc, c'est pas scandaleux qu'ils soient aussi loin que ça. C'est vraiment pas scandaleux. On ne sait pas s'il va y arriver. L'année passée, les gros points d'interrogation sur l'implication et tout n'ont pas été nécessairement réglés cette année. Ça va mieux. Sérieusement, il est pas mal plus impliqué. Puis, en tout cas, il est plus motivé. Je dis ça, il a plus l'air d'avoir du fun à jouer, mais il y a trop de finesse dans son jeu encore. Vraiment trop de finesse. Et Chris, il produit. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Il produit. Son coach, Jonathan, qui est rendu son coach, son assistant coach, m'en avait un peu parlé au début de la saison, mais il n'avait pas encore coaché. Là. Il allait travailler là-dessus, mais c'est sûr que je pense qu'ils ont vraiment fait une bonne job, sérieusement. Mais ça reste à faire. Il y a encore du travail à faire pour lui, c'est sûr et certain. Moi, comme je disais dans l'épisode que Pascal a dressé son top 10, j'ai pas assez vu tous les espoirs pour dresser un top 10. T'sais. Fait que je me suis concentré à faire des rapports de progression sur certains espoirs que j'aime suivre depuis leur sélection, mais je les ai pas tous vus. Fait que j'ai pas fait un top 10. Fait que tu sais, mettre Barron à quelque part, je trouve ça un peu malhonnête de ma part. Fait que je vais m'abstenir pour ça. Mais en fait, c'est la parenthèse que je voulais apporter. J'ai l'impression que dans le moment, mettons cette année, puis peut-être même l'année prochaine,
les gens vont avoir tendance à mettre Harris au-dessus de Barron parce que Harris va peut-être avoir un petit impact de plus que Barron plus rapidement dans la NHL ou avec le Rocket. Là. Je ne sais pas c'est quoi le plan pour ces deux défenseurs-là. Mais je pense que quand on observe le plafond en général, ben, je vais me fier à votre jugement, puis possiblement, oui, que Barron a un plafond plus élevé. Mais il ne faut pas se surprendre qu'Harris soit meilleur ou qu'il ait plus d'impact au début. Là, fait que, parce qu'Harris, c'est un défenseur j'ai un petit peu plus suivi. Fait que pour ça, je ne veux pas non plus aller classer explicitement quel est le meilleur pour l'instant. Là, parce que c'est sûr que j'ai un biais favorable à Harris. Je l'ai plus vu que Barron cette année. Mais pour Joshua Roy, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'année prochaine qui va me dicter beaucoup plus que cette année dans le cas de Joshua Roy. T'sais, cette année, les matchs que j'ai vus de lui, je trouvais que Parent drivait beaucoup l'offensive sans. Puis je veux pas remettre toute l'offensive à Roy sur le dos de Parent. Roy, il produit pas à cause de Parent. Là. Mais c'est quand même un facteur qui l'aide beaucoup de la façon que Parent joue. Là, fait que moi, j'ai hâte de voir l'impact de Roy l'année prochaine quand il va être vraiment le leader offensif, la pièce maîtresse de l'offensive. Je veux voir une progression dans son jeu avec un rôle qui va être accru à ce sens-là. Fait que pour moi, l'année prochaine, ça va être vraiment une meilleure évaluation pour son plafond éventuel là, chez les professionnels. Il n'y a pas Gauthier qui est bon dans cette équipe-là aussi. Qui risque d'être bon quand même l'année prochaine. Il va pouvoir jouer avec lui. Ouais. Mais tu sais, si Gauthier si Gauthier a un impact plus positif et plus dominant que Roy l'année prochaine dans l'alignement, je vais me poser de sérieuses questions. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Roy, je veux rien enlever à Roy, mais tu regardes les premiers pointeurs de la LGMQ cette année, il n'y a pas grand joueur là-dedans que tu peux imaginer dans un rôle LNH. Les meilleurs pointeurs LHMQ cette année, comparativement à d'autres ligues, c'est pas nécessairement les espoirs de calibre LNH. Là. Fait que, encore là, je veux rien y enlever. Là. Comme je disais, je ne l'ai pas vu énormément cette année, là, mais il faut contextualiser un petit peu. Ben, il y a Riley Kidney, là, qui est la nouvelle merveille de certaines personnes. Mais Kidney, le pire, c'est que tu regardes les statistiques, j'avais fait un tweet il n'y a pas long. Là. Tu regardes les statistiques Roy versus Kidney face aux 9 meilleures équipes du circuit Tourteau, puis face aux 9 moins bonnes équipes. Puis, tu sais, je dis pas que Roy fait juste dominer contre les moins bonnes équipes, parce que c'est pas vrai. Là. Il y a quand même une bonne production contre les meilleures équipes. Mais ce que Kidney fait contre les 9 meilleures équipes de la LGMQ, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que Roy fait. Ouais. Fait que je pense que s'il y en a un qui passe sous le radar, en mettant mon côté CH, là, puis qui est classé trop bas, c'est Riley Kidney, puis c'est pas Joshua Roy. Ouais, ben Kidney, c'est pas pour rien que c'est un choix de deuxième ronde aussi, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Mais on l'a vu aussi, ce gars-là, en série, comment il jouait. Fait que c'est ça. C'est... Mais vous autres, je ne sais pas où est-ce que vous l'aviez, vous autres, Kidney. Moi, je l'avais plus haut croix de toute manière. Fait que ça pour moi, ça ne changeait rien de mon côté. Moi, je l'avais pas. J'avais absolument rien sur Kidney. Fait que... Moi, je l'avais pas vu une tonne. J'avais Roy et du temps dessous Kidney. Alright. Prochaine question, je trouve ça intéressant. Je suis curieux de vous entendre. Moi, je vais m'abstenir parce que j'ai pas regardé Mailloux cette année. À part des highlights, je ne l'ai pas regardé. Laurie Couture Dallaire demande qui a le plus grand plafond entre Mailloux et Barron, à votre avis? Moi, je regarde. Vas-y, c'est l'eau. C'est bon, je vais y aller. Dans le fond, moi, Mailloux, j'ai regardé ses 6 premiers matchs à London. Parce que c'est pas un joueur que j'avais vu beaucoup l'an passé dans le Hockey Etam, qui est comme la 8e division en Suède. Sérieusement, moi, c'est. Si on parle juste de plafond, la réponse est facilement Logan Mailloux. Il y a beaucoup plus d'outils à sa disposition. Comme on faisait référence tantôt, quand tu parles de projeter un joueur, tu vois que les outils élites. Mailloux, c'est un joueur qui, à mes yeux, il a des outils élites. Son tir, il est retentissant. Je ne sais pas comment dire, il est insane. Là. Il a vraiment un tir qui est élite. C'est un gars qui est physique, qui a un bon coup de patin pour son gabarit. Entre les deux, il y a une plus grosse propension à l'offensive. C'est un gars qui va avoir plus d'impact d'un match. Puis, un peu comme on disait,
oui, Mayu, il a les atouts, mais je pense que son intelligence et sa façon qu'il processe un peu le jeu devant lui, il est sous-estimé. C'est pas un gars qui est typique, il a tous les outils, mais il n'a pas de coffre. Je pense qu'il est quand même intelligent sur la glace, les mots-clés étant sur la glace. Il y a quand même du polissage à faire, là, mais je pense qu'entre les deux, si on parle de plafond, là, il n'y a pas de débat. C'est Mayu all the way. Moi, ça, Barron, c'est plus les impondérables qui font en sorte qu'il y a quand même un bon plafond. Mais si tu veux vraiment viser la clôture, c'est Mayu, moi aussi, de mon côté. Ah, c'est ça. Si, mettons, si on y va côté offensif, point, puis Mayu, il va probablement faire beaucoup plus de points que Barron. On a perdu Simon, mais du côté... salut. Du côté de Barron, je pense que c'est plus le jeu all-around qui me le fait... c'est un autre genre d'impact, selon moi. Je pense que peut-être à maturité, quand il va avoir 26-27 ans, je pense que le jeu all-around de Barron va peut-être être beaucoup plus efficace que Mayu. Parce que Mayu, c'est... Tu le vois, moi j'ai vu 5 matchs de Mayu cette année. Et tu vois que, encore une fois, des fois, dans sa zone, des fois c'est un petit peu périlleux. Chaotique. Puis, des fois, on dirait que c'est juste des décisions, des prises de décision, en fait, l'analyse de certaines situations qui est so-so, mais il n'est pas, c'est ça, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'à l'attaque, ça serait quasiment bien que les deux ils jouent quasiment ensemble. Là c'est plate, ce sont deux droitiers, mais c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, j'avais mis Barron tantôt la question d'avant devant Mayu, juste parce que c'est ça. Je pense que c'est l'ensemble. Mais côté points, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que Mayu, ça va être un très grand... En tout cas, peut-être pas un gars de 50-60 points, mais un gars qui va produire assez steady, surtout sur l'avantage numérique aussi. Shameless plug, vous pouvez aller lire mon rapport d'analyse sur Logan Mayu. Ouais, il est bon. Il était super bon, sérieusement. C'est moi qui l'ai corrigé, puis édité, puis tout. Puis, merci les gars. C'était long. Un 7000 mots bien senti. Là, mais... Il était super bon après que Pascal l'ait corrigé. C'est ça qu'il voulait dire. Plus la mise en page. C'est plus la mise en page. Parce que correction, c'était correct. Mais pour vrai, sur le site de Tout sur le hockey, dans la barre de recherche en haut, juste à marquer Logan Mayu, puis vous allez voir le rapport que Saint-Lô parle. Puis il y a même le rapport en français et en anglais. Là. Fait que vous avez les deux versions, dépendamment de votre langue maternelle. Moi, ce que j'aime un peu plus de Barron aussi, l'aspect pro, c'est... J'ai jamais vu Barron faire son cocky sur la glace. J'ai jamais vu Barron... faire des jeter à la foule, des affaires de main, c'est correct, là. Ouais. Mais même dans le junior, Barron, il n'a jamais fait ça. Puis, malgré tout ce qui est arrivé à Mayu, il le fait sur la glace. Puis, il y a des pénalités d'indiscipline. Il aurait vraiment dû se garder une gêne. Ouais, il y a des pénalités de discipline assez solides, Mayu, des fois, d'antisportif. Fait que là, ça m'énerve vraiment beaucoup, lui. Puis, ça fait partie de mon évaluation pourquoi je le mets en dessous de Barron. C'est sûr que le plafond est plus haut. All right. Donc, on passe à la prochaine question. C'est JB Gagné encore qui nous demande plus tôt cette année, Scott Wheeler classait la banque d'espoir du CH au 8e rang dans la NHL sans même prendre en compte Logan Mayu. Avec les ajouts de Barron, Smilanic, Heinemann, on peut rajouter Nate Schnarr aussi qui a été rajouté. Est-ce que le CH mérite de grimper dans ce style de classement pour les espoirs? Là, évidemment, il y a quand même un petit bémol à mettre. C'est qu'on n'a pas préparé un top 32 des banques d'espoirs. Là. Fait que, on va répondre vraiment en fonction de notre opinion sans nécessairement avoir une connaissance je peux y aller en premier. Vas-y, Pascal. Ce que le Canadien a rajouté, vraiment, le joueur qui peut vraiment te permettre de monter dans ce classement-là, ce serait seulement Justin Barron. Les autres, c'est de la profondeur. Ça ne t'ajoute pas de la qualité nécessairement. Selon moi, Heinemann, je l'aime beaucoup, là, mais c'est un gars 20-20. À son max, c'est un gars 20-20. 20 buts, 20 passes. Avec quand même d'autres atouts, là, mais Barron, lui, c'est un joueur que tu peux vraiment compter dans ton top 5. En ce moment,
des espoirs des Canadiens. Donc, il peut te faire monter dans le classement. Mais je pense pas que ça change grand-chose personnellement en ce moment dans ce classement-là, d'ajouter ces 3-4 joueurs-là chez les Canadiens de Montréal. Exact. Peut-être chez certains, ça va le faire, mais pas pour moi. Exact. Ben, en fait, moi non plus, je suis entièrement d'accord avec toi. Dans le fond, peut-être que l'avenue de Barron peut peut-être te faire monter d'un rang. Mettons. Je ne sais pas qui il était, mais tu sais, ça fait pas bouger l'aiguille. Là, Barron, Heinemann, puis Smilanic, puis Schnarr, puis ils viennent pas amener les Canadiens dans le top 3. Là. Non, tu sais, il ne fait pas passer en avant de New Jersey, de Buffalo, des Ducks. Ça ne fait pas passer en avant d'eux autres. Fait que le 8e rang, peut-être qu'il y a une petite hausse, mais rien de majeur. Ou sinon, tu restes 8, ce qui est bon selon l'évaluation de Wheeler. Mais tu sais, par la force des choses, je pense que ça peut les faire monter un peu. Là. Ouais. D'emblée, moi, je trouvais que le 8e, ça peut être généreux un peu. Là. Surtout si tu prends en considération. Il considérait encore Caulfield dans son analyse. OK. Ouais. Mais tu sais, mettons, s'il écarte Logan Mailloux, qu'il classe quand même le CH 8e, moi, je trouve que c'est généreux un peu. Là. Absolument. Mais tu sais, mettons, comme Pascal le disait, même Simon aussi, c'est des espoirs de même, ça fait pas bouger l'aiguille un peu. Là. Tu sais, c'est des espoirs qui sont bons, mais qu'un peu toutes les équipes retrouvent. Puis, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, je fais pas l'exercice parce qu'honnêtement, c'est un peu impossible de suivre tous les espoirs qui sont en développement. Là. Surtout qu'on s'attarde beaucoup pour le repêchage 2022, mais si j'avais un critère pour faire une liste, mettons, de classement des équipes, j'irais vraiment rien que probablement que le top 5. Tu sais, souvent, là, les espoirs, il y a des surprises, mais tu sais, la plupart, ils ne viennent pas peut-être autant bons qu'on pense. Tu sais, les gars qu'on projette dans un rôle de 3e, 4e trio, il y a des chances que ça devienne des joueurs de la AHL puis rien de plus. Là. Les gars qu'on voit 2e trio vont peut-être devenir justement des gars de profondeur. Fait que, moi, je pense, tu sais, c'est sûr, à Montréal, on est biaisé parce qu'on connaît un peu plus ses espoirs, là, mais tu sais, quand tu parles, là, on en parlait un peu, je pense, dans le chat, là, mais c'est Antoine Wade, c'était ça? Antoine Wade. Ouais, c'est ça, tu sais, un an ou deux, le monde, il parlait de lui, qui était comme le 20e meilleur espoir de l'organisation, puis le monde disait, on a de la profondeur, mais les 31 autres équipes, il y en a des joueurs de même. Là, si j'avais à faire un classement, c'est vraiment juste les top prospects. C'est eux autres qui vont faire que ton équipe va progresser, va passer à un autre niveau. C'est même Jordan Harris, je l'aime beaucoup. Là. Je l'ai vu à Northeastern, mais les équipes ont pas mal toutes un Jordan Harris. Ben oui. Juste te donner un exemple, on vient de parler de Joshua Roy, que le monde capote. Joshua Roy. Il y en a plein. Excellent. Juste regarder à Caroline, là, Alexander Pashin, c'est un choix de 7e ronde. Puis il a défoncé la VHL cette année, puis en série, il a été excellent. Fait, c'est ça. Il y en a partout, là, des Joshua Roy. Il faut juste tempérer que, oui, c'est des bons espoirs pour le Canadien en ce moment dans le pipeline, mais c'est rien qu'une autre équipe dans la Ligue nationale n'a pas à quelque part dans son pipeline. Non, c'est pas hors du commun. Là, exactement. Non, j'ai fait le calcul, mettons, là, pour faire ce que Scott Wheeler fait, là, okay? Vraiment pour les espoirs repêchés, pour évaluer les pools, le prospect. Faut te regarder environ 15-20 joueurs. Moi, mettons, je fais le calcul avec 15 là, par équipe. 15 espoirs par équipe. Environ 10 matchs, mettons. Là, pour avoir une bonne évaluation, moi, c'est 10 matchs. Fois 32 équipes, ça donne 4800 visionnements. Bonne chance. Si ta job, comme nous autres, c'est pas de faire ça, bonne chance en sacrament pour être capable de faire ça, en plus de regarder le repêchage. Je sais pas comment il fait, Wheeler. Peut-être qu'il met ses vidéos sur x4 là, pour les regarder plus vite. Là. Mais tu sais, il travaille quoi, 120 heures par semaine? C'est gros pareil. Là. Mais ça, Pascal, là, je suis tellement content que tu le parles parce que moi, j'ai été vocal là-dessus dans les dernières années, là, mais même nous autres, admettons, là, je sais pas pour vous autres, mais je pense que Pascal, c'est probablement ton cas à toi ici, là, genre 90% de tes visionnements doivent être concentrés sur le repêchage actuel. Oui. C'est impossible d'avoir un read qui est solide sur tous les joueurs. Non. Tu sais, quand je parle d'avoir un read solide, là, c'est pas juste de regarder le gars et de dire il est grand et il patine. C'est sûr. C'est impossible. Fait que, tu sais, puis moi, mon argument, c'est un peu de dire les équipes LNH, là,
ils ont une équipe au complet de recruteurs amateurs qui est pour le repêchage de la LNH. Ils sont peut-être 15, ils sont peut-être 20. Ouais. Ils sont beaucoup, puis c'est pour couvrir un repêchage au complet. Ouais. Puis en plus de ça, les équipes LNH, ils ont des équipes à part de recruteurs qui sont pros. Fait qu'eux autres qui vont regarder les joueurs, comment ils se développent dans la Ligue américaine. Tu sais, pour les autres équipes, justement, comme un Justin Barron, qui va être une cible d'échange pour les joueurs qui se développent en NCAA, en Europe. Fait que si, mettons, une équipe qui ont les ressources comme une équipe de LNH qui ont peut-être au total là, 30, 40, 50 recruteurs là, pour les différentes sphères, c'est impossible que quelqu'un qui est tout seul puisse couvrir tous les joueurs du draft, tous les joueurs NCAA, de la Ligue américaine, de l'Europe. C'est impossible. Fait que, impossible. je pense, mais ça s'applique pour pas mal plein de domaines et de professions, là, mais quelqu'un qui a la vérité, il a la réponse à tout, là. Ouais, c'est impossible, puis il faut s'en méfier. C'est plate, mais la réponse, dans bien des cas, ça se peut que ce soit je ne l'ai pas assez vu ou peu importe, je ne suis pas capable de me prononcer ou ça dépend. J'avais vu une citation, puis je vous l'avais partagée, ça m'avait tellement fait rire, mais je trouvais ça bon, c'était « La connerie, c'est l'illusion de la connaissance ». Je trouvais tellement que ça se prêtait à merveille au hockey, là. Mais c'est ça pareil. Quelqu'un qui arrive et qui connaît tous les joueurs, qui a tout suivi leur développement, il bullshit. Il te mène en bateau sur toute la ligne, tu peux pas. Puis la réponse, ça se peut que ce soit, je ne l'ai pas vu, tu sais, Emile Heinemann, là, je me suis fait poser des questions sur nous en privé. Je n'avais pas suivi vraiment son année de draft. L'an passé au World Junior, écoute, il y a, je ne sais pas combien d'espoirs à prêter attention. Je n'ai pas regardé plus qu'il faut. Cette année, Alexandre en CHL, là, j'ai regardé je ne sais pas combien de games pour checker son coéquipier, Lian Bisquel. Je n'étais même pas capable de dire quel numéro il portait à Heinemann. Des matchs, là, je suis assez confiant de dire j'en écoute plus que la grosse majorité du monde. Hein. Puis il y en a des joueurs, la réponse, c'est je ne l'ai pas assez vu ou je ne le sais pas. D'aller faire un classement, comme Pascal dit, de 32 équipes, parce qu'il faut que tu évalues 10, 15 joueurs sur plusieurs matchs, c'est impossible. Impossible. Ben, écoute, pour ramener ça à ce qu'on fait à nous, il y a des sites que eux, ils vont avoir. Tu sais, mettons, moi, je m'occuperais de la CHL, Pascal s'occuperait de la Suède, Simon s'occuperait de la Finlande, puis toi, Saint-Lô, tu t'occuperais de la Russie. Tout ça, il y a des sites qui fonctionnent comme ça. Fait que, tu sais, eux, ils peuvent quand même avoir une certaine expertise en fonction de l'espèce de lot d'espoir qu'ils ont à regarder en équipe. Mais tu sais, nous, on a fait le choix d'y aller at large, tu sais, puis de regarder tous les espoirs, puis ça. Puis on en regarde en maudit du hockey. Là. Moi, des fois, là, à ma job, quand je leur dis que je regarde plus de 1000 matchs de hockey par année, capote, là. Puis pour moi, c'est normal parce que j'aime ça, mais pour eux, c'est totalement anormal. Puis Criff, à 1000 matchs, je suis dans le podcast présentement, je suis celui-là qui en écoute le moins, là. On s'entend, là. Puis Criff, on a tous des joueurs qu'on fait « Ah, ben Criff, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, je l'ai pas tant vu cette année, puis tout. » Fait imagine te rajouter la tâche de regarder tous les espoirs qui jouent dans la Ligue américaine puis dans la NHL en plus. Je regarde celui-là du Canadien, là, ça fait 2 rondes de visionnement que je fais pour les espoirs canadiens. On se fait des tournées des fois, c'est ça. C'est 180 visionnements juste pour ça. Puis sérieusement, c'est quand même lourd. Là. C'est quand même lourd de faire ça. Là. Oui. Il faut que tu sois attentif dans tes visionnements aussi. Là, si tu veux avoir une opinion sur un joueur, tu peux remettre ton visionnement en arrière-plan. Puis, faire autre chose en même temps. Je m'occupe des 4 jumeaux, puis let's go. Exact. Ça demande une attention qui est particulière aussi. Là, fait que c'est beaucoup de travail. Là. Mais tu sais, la Ligue nationale, c'est simple. Ils ont les ressources pour le faire. Ils ont 15 à 20 scouts qui sont répartis en régions. Puis, ils ont accès aussi, ils ont des vidéos scouts aussi qui font ce travail-là. Fait que c'est des ressources que nous, on n'a pas. Puis c'est bien correct parce que nous, on le fait pour le plaisir. Puis on donne nos opinions. Puis on fait des podcasts comme celui-là pour le plaisir. Mais c'est ça, c'est un pace qui est intenable pour quelqu'un de normal comme nous qui faisons juste regarder ça pour le fun. Là. Puis tu sais, en même temps, moi, je veux pas me priver de regarder d'autres ligues. Puis aucun de nous veut le faire. Là. On le fait comme ça parce qu'on le fait at large parce qu'on aime ça. Fait que c'est vraiment, faut vraiment faire attention avec ça. Puis le nombre de visionnements aussi, des fois, même si j'ai vu un gars, moi j'attends de voir un gars 8 fois avant de le classer.
Fait que si, mettons, je le classe 72e, il faut que je l'aie vu au moins 8 fois. Parce que l'échantillon, tu peux pas commencer à classer des gars 3-4 à la fin de l'année, au mois de juin. Quand tu l'as vu 3-4 fois, ça sert à rien. Non, c'est ça. C'était exactement pour ça que j'ai pas classé Zachary Bolduc l'année passée, puis que là, je la regarde aller cette année, sa progression, puis je fais comme, ouais, j'aurais peut-être dû persister l'année passée, mais bon, c'est pas grave. Regarde, ce sera ça, là. C'est tout. Prochaine question qui porte sur le Rocket de Laval. En fait, les 2 prochaines questions sont de Laurie Couture-Dallaire encore. Est-ce que vous avez perdu espoir en Josh Brook au sein du pipeline des espoirs chez CH? Il n'y a jamais eu espoir. C'est ça, ça dépend de l'espoir que tu avais. C'est juste ça. Josh Brook, on savait que ça allait probablement être un 6-7 at best. Puis, il n'a jamais arrivé à... C'est ça, exactement. Puis moi, j'en ai juste un exemple pour le Canadien. Moi, j'aimais beaucoup Scott Walford il y a quelques années. Oui. Puis, il n'y a jamais... Morgan Ellis, même chose. C'était des gars que je détestais pas, puis ils n'ont jamais pogné. Fait que, ça arrive, ça fait partie du repêchage. Des fois, tu donnes des opportunités à des gars, le gars, il se blesse, ou, Jacob Olofsson, même affaire. C'est un gars que j'aimais bien, mais... Exact. Moi, je l'avais en première ronde, Olofsson. Fait que tu vois, oui. il ne va jamais avoir ce statut-là. Fait c'est ça. On dit des fois aussi, moi, je le dis, j'en ai déjà parlé, c'est une loterie aussi pour les joueurs. Les joueurs, ils arrivent des fois dans des équipes où est-ce qu'ils ont des opportunités, puis finalement, ils ne réussissent pas à les saisir. Puis là, hop, il y a quelqu'un qui arrive, puis il le fait. Ben, tu sais, juste avec Saint-Louis qui est arrivé, Caulfield, il allait nulle part, là. Exact. Zéro pinball. Saint-Louis est arrivé, bang. Ça devient un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est la situation. Là. Josh Brook, moi aussi, c'est pas un gars, j'avais beaucoup d'espoir en lui, mais tu sais, faut relativiser aussi, là, c'est un choix de fin deuxième ronde. Le taux de succès de ces choix-là, il est assez mince. C'est pas un échec sur toute la ligne parce que Josh Brook n'est pas devenu un joueur de LNH. Là. On regarde n'importe quelle deuxième ronde, puis des NHLers, t'en comptes pas beaucoup. Encore moins en fin de deuxième ronde, là, fait que c'est pas dramatique. Puis je vais rajouter à ça, là, Josh Brook a été repêché l'année après que Sergachev a été repêché. Puis là, ben après ça, tu sais, il repêche Josh Brook en deuxième ronde. Puis le pipeline des défenseurs s'est soudainement effondré. Fait que tu sais, Josh Brook, là, c'était comme une merveille, mais un peu par défaut. J'ai l'impression que les gens le voyaient peut-être trop gros, puis il a peut-être été survendu encore. Là. Je me souviens pas de ces années-là. Darren Dietz. Il y a certains qui l'ont vendu un peu. Ben, c'est ça. Puis pourquoi ils ont dû le vendre? Parce qu'encore là, je me souviens pas exactement de ces années-là, mais des fois, tu vends un défenseur parce que tu n'en as pas d'autres à vendre non plus. Puis on dirait que dans le contexte, j'ai l'impression que c'était plus ça parce que tu vois par après, il y a eu Romanov qui a été repêché, Jordan Harris, Struble, Norlinder, Fairbrother. Fait que le pipeline des défenseurs, c'est comme bâti après Brook. Puis à chaque fois, Brook, t'es comme, oh, ben, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Puis là, ben, avec les blessures en plus, ben, c'est plate. Mais Josh Brook, moi, j'ai pas. Je suis assez beige par rapport à lui. Ouais. Puis juste un petit complément d'information, je viens d'aller regarder. Il y a un seul défenseur repêché derrière Josh Brook qui a plus de 100 matchs dans la Ligue nationale. C'est Mikey Anderson avec Los Angeles. Fait que il y en a eu des choix là en arrière. Il y en a juste un qui a fait 100, qui est actif évidemment en ce moment. Là. Fait qu'il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça arrive, c'est ça le draft, ça arrive. Des fois, tu piges puis ça ne fonctionne pas. Puis, la prochaine question vise encore un peu le Rocket, mais surtout le pipeline des défenseurs gauchers au sein du Canadien. Laurie nous demande de classer en ordre de potentiel les défenseurs suivants. Puis encore là, ça va être très subjectif. Là. Ça va être plus une question d'opinion. Fairbrother, Goulet, Harris, Norlinder, Schooneman, Struble, puis Chekai. Ben, je pense qu'on peut s'attendre pour que Goulet et Harris soient en haut de la liste, là, les deux. Ouais. Après ça, Struble,
Jekai. Moi Strobel, Jekai. Schooneman fait le brother Norlinder. Je pense que Norlinder est très loin dans les DG pour les 2 dernières saisons exécrables qu'il vient d'avoir. Peut-être que ça va bien aller l'année prochaine avec Saint-Louis et Laval, mais moi, personnellement, si l'autre question avait été sur Norlinder à la place de Brooks, j'aurais dit oui, solidement. Même si avez-vous perdu espoir en Norlinder? Ouais. J'aimais beaucoup Norlinder, mais non. En 2 ans, il n'a pas progressé, il a régressé assez solidement. Mais tu parles de Norlinder, puis tantôt j'ai parlé d'une certaine carte cachée que j'avais en 2019, Albert Johansson. Ouais. J'ai tellement vu du monde s'exciter avec Norlinder. Là. Albert Johansson, moi, c'est un joueur que j'avais comme carte cachée en 2019 que je voyais peut-être 3e ronde. Finalement, Détroit se sont avancés, puis on dit nous autres, on le prend en 2e ronde. Puis, sérieux, son développement, il est assez incroyable là, en Suède. Puis je l'ai regardé quand même dans les dernières années. Là. Puis, dans le fond, Norlinder, il a été repêché comme joueur comme overager. Il avait été ignoré l'année d'avant. Puis Albert Johansson, il y a 1 an plus jeune. L'an passé, il a fait le double de points que Norlinder. Ouais. Il est beaucoup plus fiable défensivement. Il est plus physique. Il est plus jeune. Puis ce gars-là, personne n'en parle. Même, admettons, quand le monde parle des Red Wings de Détroit, là, personne ne parle d'Albert Johansson. Puis je suis assez confiant que ce gars-là, c'est un nature. C'est un gars de LNH. Là. Il est clairement meilleur que Norlinder. Puis... Mais il parle Détroit, man. Détroit. Il parle d'Edvinson à la place. Oui. Ah, mais Edvinson, ça va être un stud. Oui, c'est ça. Moi, écoute, Norlinder, je pense j'en ai déjà parlé aussi. Moi, au draft, je ne les connaissais pas vraiment. Quand j'ai commencé à le surveiller, je me suis vite rendu compte que ce gars-là, il allait avoir beaucoup de misère à jouer dans la Ligue nationale. Puis, on se l'est fait vanter, lui aussi. Hein. Il y en a qui l'ont dit « Ah, quel joueur! » Puis, Niklas Lidstrom. Exact. Il y avait des beaux exactement, les gifs qui sortaient, c'était magnifique. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, il a décoché un tir, des poignets, puis là, c'était une nouvelle invention du pain tranché. Là. Mais bref, pour les gars qui sont... mais côté potentiel, je vais y aller vraiment potentiel. Là, je vais prendre le terme comme il est. Là. Je vais mettre Goulet, Harris, Struble, Norlinder, Jekai, Schooneman, puis Fairbrother, Schooneman. Ça va être ça ma liste, personnellement. Je pense que Norlinder, côté potentiel, s'il se développe, il peut devenir un gars de 3e paire steady. Sinon, moi, Jekai, je vois pas bien plus qu'un 6-7 en lui. Même chose pour Schooneman puis Fairbrother, personnellement. Fait que c'est ça. Je le prends potentiel là, au mot le plus... à la définition la plus exacte. Jekai, il a tellement du swag. Là. C'est ça qui est le fun. Mais il a 20 ans dans une ligue d'ados. C'est sûr qu'il va dominer. Là. Il a une bonne mobilité, il a un bon tir. Quand même, il n'est pas con en relance, en offensive. Mais il faut relativiser. C'est un gars mean, physiquement dominant dans une ligue de flow. Fait que, il va pogner son mur dans l'AHL. Peut-être que ça va bien aller. Moi, j'avais bien aimé en pré-saison. Mais c'est sûr, c'est un 6-7, là. C'était pas un gars que tu peux placer tout de suite dans le Canadien de Montréal. C'est le overager classique de la CHL, moi, tant qu'à moi, Jekai. C'est pour ça que je le vois pas plus que ce qui est. Il est le fun, par exemple. Il est vraiment le fun de jouer. Il est malade, là. C'est sûr que c'est le fun quand tu as le temps avec des jeunes de 17 ans, 18 ans, c'est sûr que c'est le fun. Mais non, bref, c'est ça. Fait que je pense que le reste, ça part de ça. Tu sais, Struble, il commence à me faire un peu peur. Là. Ouais, moi aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il va signer avec les Bruins? Oui, exactement. C'est comme Harris. Non. Une mauvaise traduction. Non, mais pour vrai, Struble, il commence à me faire peur plus parce que j'ai l'impression que, de la manière que je le vois, parce que j'ai regardé quand même pas mal de matchs de Northeastern, puis je commence à avoir de la misère à lui voir une chaise avec le Canadien. Fait peut-être que s'il va se faire... Maintenant, il se fait échanger, puis ça va peut-être débloquer ailleurs, mais avec ce qui se passe en ce moment avec le Canadien, j'ai de la misère à lui trouver une chaise parce que là, il y a Harris puis Goulet devant lui. Goulet qui est meilleur du côté attaque. Il est aussi physique, il est aussi mean à peu près, Goulet. Puis Harris, c'est ça. Tu as Romanov qui est déjà installé. Fait que là, Romanov, si tu le drops en arrière de Harris,
Ça, c'est Ah, puis, débattable. mais pour vrai, Romanov, sa progression cette année, moi, j'aime aussi, vraiment sa content. progression. Fait Exact. que justement, ça vient aussi, moi, me donner des inquiétudes par rapport à Strobel. C'est ça. Il peut être utilisé à droite parce qu'il a joué toute la saison. En tout cas, moi, depuis que je l'écoute, il est à droite. Là. Fait que moi, je le vois à droite. Fait qu'il y a une place pour lui là. Mais, tu sais. Mais c'est parce qu'il ne délogera pas Barron puis Mayu. Non, non, Fait que c'est pour ça que, exactement. c'est On que là, verra. la chaise, elle commence à être tough un peu pour lui. Ouais. Ce qui va être échangé, ça se pourrait très bien. Un Ouais, problème ça contre pourrait un être autre. ça pourrait être un throw-in Ouais. dans une transaction. Tu le Ben, jumelles comme à quelqu'un. McBain, là. Tu sais, un genre de l'année prochaine, là, McBain qui est échangé contre un choix de 2. Est-ce que Strubble pourrait être échangé contre un choix de 2? Ça pourrait très bien. Ouais. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Il y a eu des débats par rapport à Strubble, par rapport à sa signature avec le Canadien pour l'amener dans la AHL, des choses comme ça. Puis il y a des gens qui disaient, oui, il faudrait qu'il retourne dans la Ligue, dans la NCAA. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est pas un problème, c'est un problème personnel. C'est que lui, s'il s'en va jouer dans la NCAA, c'est une autre année. Puis c'est une année qu'il perd à ne pas être dans le système du Canadien. Puis c'est là qu'il y en a d'autres qui vont peut-être commencer déjà à le supplanter. Déjà que le top 4 semble inaccessible. C'est là que ça devient compliqué un peu, mais Assets. c'est ça. Ça lui les oreilles. Fait que... All right. On revient avec notre ami Max Tixador qui nous demande au sujet des nouveaux espoirs chez le CH. Donc, au sujet de Barron, Smilanic, Heinemann et Schnarr. Quelles sont les forces et faiblesses de ces joueurs-là que le Canadien a acquis depuis la date limite des transactions? On peut y aller quand même assez rapidement. Là. Moi, je vais m'abstenir encore une fois. Là. Lisez mes textes. Ouais, mais c'est ça, Pascal. Si tu veux, Ouais. regarde, t'es regardé pas mal. Si tu veux résumer là, en des pointeurs, là, les forces et les faiblesses, tu peux y aller. Barron, mettons, cette année dans AHL, le problème, c'était vraiment sa relance. Une fraction de seconde de moins qu'il devrait avoir. Puis on le voit dans le national de hockey en ce moment. Des fois, il manque une petite affaire, puis il crée un revirement parce qu'il met il a la pression, puis il n'est pas capable de faire assez rapidement. Mais il a une très bonne offensive, très bonne vision, très bon tir. C'est pas un gars super créatif, c'est pas Markov. Là. Mais il est capable en offensive, puis de joiner le rush. Il a un bon patin. Smilanic, encore une fois, c'est un gars... c'est un all-around. Un attaquant all-around avec un excellent tir. Très rapide. Vraiment, vraiment, vraiment rapide. Mais un peu éparpillé par moment, là, on va se le dire. Là. Puis il n'a pas produit beaucoup plus que l'année passée. En fait, il n'a pas produit plus que l'année passée. Donc, il y a une petite stagnation, mais je pense qu'il y a eu des blessures. Donc, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Heinemann, c'est un gars que dans le junior, j'avais vu vraiment mine démonter le monde sur le long des bandes. C'était vraiment le fun à regarder jouer. Dans SHL, c'est moins pire. C'est plus contrôlé, mettons. Et au niveau de son équilibre, c'est mieux parce que dans la nationale, il démontait le gars, mais il oubliait la rondelle. C'est bien beau de plaquer un gars, mais il faut que tu aies assez d'équilibre pour ne pas tomber puis il pogne la rondelle. C'est mieux cette année, c'est plus contrôlé. C'est ce que j'ai bien aimé. C'est un gars quand même assez responsable, un bon tir. Je le vois 20-20. Schnarr, je ne l'ai pas regardé jouer vraiment. Pas beaucoup à part avec le Rocket là, que des fois je le mettais en fond, là, mais j'ai pas vu jouer. Fait que c'est pas mal plus servant, je pense qu'il pourrait parler de Schnarr. Ouais, moi, j'avais vu 2 matchs cette année, mais c'est parce que Schnarr, ça fait énormément d'années que je ne l'avais pas regardé. C'était un gars, moi, que j'avais eu un petit peu dans l'œil en 2017, puis c'était un gars que je trouvais qui était travaillant, qui était un high compete level. Je trouvais qu'il travaillait. C'était un gars papier sablé, là, c'est pas pour rien que je l'avais. J'avais 50e sur ma liste quand même, ce qui est pas extraordinaire, sauf qu'il est sorti, je pense, en fin 3e ronde, si je me souviens bien. Je trouvais qu'il y avait un bon lancer dans l'ensemble, puis un bon patin, sans que ce soit extraordinaire, mais je trouvais que c'était plus un gars, un gars peut-être un peu piqué, capable de jouer un peu dans certaines situations, mais sans nécessairement être spectaculaire. Fait qu'attendez-vous pas à le voir jouer dans la Ligue nationale, rendu là. En 2017, il s'est fait repêcher. Fait que on est à sa 5e année. Il y a 23 ans, je pense. Fait que c'est un gars qui va être
maximum un rappel, quatrième trio de temps en temps. Puis, je trouve que ça vaut la peine de l'essayer de temps en temps, mais attendez-vous pas à ce qu'il soit régulier avec le Canadien. En tout cas, moi, je le vois plus comme un joueur qui pourrait être un potentiel régulier, malheureusement. Mais ça aussi, ça arrive. Pour aller assez vite, Heinemann, j'avais dit, c'est pas un espoir, j'ai vu beaucoup. Smilanic, j'avais vu dans le fond avec le programme de développement des États-Unis en 2020. Ce qui était une année quand même assez faible là, au niveau de l'offensive de ce programme-là. Thomas Bordeleau, c'est leur meilleur joueur offensif. Pour juste relativiser, là, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, Luke Tuck, qui était de cette année-là, le choix de deuxième ronde du Canadien, il était avec cette équipe-là. Tu avais Dylan Peterson aussi, qui a été choisi en troisième ronde par Saint-Louis. Là. Genre de gros power forward avec des flashs ici et là, que tu dis, waouh, c'est tout un attaquant, mais finalement, c'est assez rarissime comme flash. Il y avait mon petit préféré qui était Landon Slaggert, cette année-là, qui a été repêché troisième ronde par Chicago, que j'aimais beaucoup. Fait que Smilanic, Pascal l'a bien résumé, là, c'est un très rapide, excellent lancé. Il y a des bonnes mains, mais un peu éparpillé sur la glace, positionnement fait défaut, pas une grande vision de jeu. Fait que, c'est un gars, justement, avec une cuvée assez faible. Des fois, de cette équipe-là, tu voyais des flashs, tu disais, ce gars-là, il pourrait peut-être s'immiscer, peut-être faire une première ronde, là, peut-être dans le top 45, parce qu'il démontre des flashs assez impressionnants, sauf que positionnement, vision de jeu, ça fait défaut. Justin Barron, tant qu'à moi, c'est un joueur. Ça n'a pas été mentionné, mais il y a eu des problèmes de santé, là, son repêchage. Ça avait été difficile à voir, là, mais moi, Justin Barron, je l'avais vu. Mes derniers visionnements de lui, en fait, c'est l'an dernier à Halifax. Je ne l'avais pas vu dans la Ligue américaine. Il faut quand même peser mes dires. Là. Mais l'an passé, quand je l'avais vu à Halifax, moi, il m'avait déçu personnellement. Du sens que il était mis dans une chaise de numéro 1. Puis ce que tu lui demandais, c'est pas ce qu'il va te donner nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu lui demandais un peu d'être le corps arrière au niveau d'une équipe junior, puis c'est pas sa force. T'sais. C'est pas un distributeur de rondelles, c'est pas un joueur qui est offensif. À ce sujet-là, par rapport aux espoirs du Canadien, là, Goulet, qui est résolument pas un défenseur offensif, c'est un meilleur distributeur de rondelles que Justin Barron, du moins de ce que j'ai vu de l'an passé. Je me base sur l'an passé. Même Jordan Harris, je trouve que c'est un meilleur puck mover. Mais quelque chose qui a ressorti beaucoup avec Justin Barron des dernières années avec moi, que ce soit au Linka, à la série Subway là, contre les espoirs russes, puis même au championnat du monde junior, c'est que quand tu le mets dans une chaise qui est spécifique, tu lui donnes un rôle, puis que le calibre de jeu augmente, c'est là qu'il thrive. C'est là qu'il est à son meilleur. En fait. C'est sûr que si tu le vois jouer dans le junior, puis tu demandes d'être un défenseur numéro 1, de produire de l'offensive, tout ça, tu vas être déçu. Mais dans le contexte que, comme on disait plus tôt, tu le vois dans une chaise de numéro 3, numéro 4, un peu plus comme un shutdown qui patine bien, qui a une certaine relance, c'est là qu'il est à son meilleur. Je pense que ça pourrait être un peu le genre de joueur qui va surprendre, puis en tout cas, c'est entre guillemets surprendre, là, mais qui pourrait être meilleur chez les pros que dans le junior. Ouais. Puis, je ne sais pas si je vais répondre à une autre question là, par rapport à ça. Si c'est le cas, ben, on y aurait répondu d'avance. Là. Mais j'avais mentionné sur Twitter, puis pour moi, le plus gros asset de ces acquisitions-là de Heinemann, Smilanic et Barron, c'est que ça te donne une certaine latitude avec tes choix au repêchage. Dans le sens que quand tu es recruteur LNH, oui, il faut que tu ailles chercher des joueurs qui vont t'amener à un autre niveau, qui vont te faire progresser puis gagner, sauf que tu as une certaine responsabilité qu'il faut que tu déniches des joueurs de calibre Ligue nationale de hockey. C'est ça qui les différencie, eux, de nous. C'est que nous autres, on peut se permettre de dire à partir du 20e rang, là, moi, je vais pour le coup de circuit, puis je mets juste des gars qui ont un gros upside, puis si je me trompe, ben ça sera tel quel. À ce rang-là, tu t'attends un peu à faire des erreurs. Sauf qu'eux autres, à un certain moment donné, si ça fait 3 ans que tu repêches fin première, milieu deuxième, puis que tu essaies des coups de circuit, puis tu te trompes, tu te fais congédier. Fait que c'est là un peu que des fois, le monde va critiquer, puis je ramène ça à Timmins. C'est même pas un exemple que je voulais nécessairement prendre, mais vu que c'est plus facile à relater, Timmins va prendre des joueurs un peu plus safe, le monde critiquait. Mais sa job, c'est de trouver des joueurs LNH quand même. Fait qu'il n'y a pas le choix de le faire. Puis je trouve qu'avec Heinemann, puis Smilanic, puis Barron, c'est des joueurs qui sont proches de la LNH. Tu
tu peux facilement les mettre, un peu comme je disais plus tôt, tu peux les mettre dans différents rôles. Si Justin Barron ne se développe pas, ben, au pire des cas, c'est un numéro 4. Sineman, il devient un joueur de 3e trio, mais c'est ça de donner. Fait qu'avec ça en tête, que tu as des espoirs qui sont déjà près de la LNH, qui peuvent contribuer avec un salaire faible, un contrat d'entrée. Le Canadien, ils ont le luxe de se dire, avec notre choix de début deuxième ronde, notre choix de fin première ronde, même milieu deuxième ronde avec le choix d'Edmonton, ils peuvent y aller pour le coup de circuit. Je pense que discrètement, là, c'est ça le plus gros asset, la partie la plus importante de toutes ces acquisitions-là, c'est que le Canadien peut se permettre de prendre des chances au repêchage cette année, l'an prochain, par 2024 également. Ouais. C'est parce que les coups de circuit du Canadien, ils frappaient dans le beurre. Quand c'était les hauts de repêchage, mettons, ou quand ils ne frappaient pas dans le beurre, ils étaient échangés. Fait que c'est juste ça qui est dommage, parce que, tu sais, mettons, tu repêches un gars de la Ligue nationale en fin de première ronde. C'est excellent, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que si, mettons, tu as un choix top 10, puis il faut vraiment que tu le frappes sur le nail, puis là, tu le rates, c'est là que ça fait mal. Mm. Comme quand tu repêches dans le haut de la première ronde, puis que là, la balle arrive du lanceur, tu lèves la jambe bien haute. Là, tu te crains que tu penches l'épaule un peu. Là, tu swings, tu flippes ton bat, mais finalement, ça devient une fausse balle. Puis t'es mort. Tu t'es fait catcher dans les territoires des balles fausses. Il y avait une question juste après, c'était combien de temps les voyez-vous jouer dans la Ligue nationale de hockey, ces 4-là? Moi, Barron, je le vois plus dans la Ligue américaine l'année prochaine, mais peut-être que Saint-Louis a un plan pour lui. Ça se peut très bien qu'il fasse toute l'année dans la Ligue nationale l'année prochaine, mais moi, je le vois plus, mettons, en milieu de l'année où des rappels qui finit par se tailler un poste. Smilanic, encore 2 années dans la NCAA, après ça, dans la Ligue américaine. Heinemann, au moins l'année prochaine dans la Ligue américaine. Schnarr, Ligue américaine. Ouais, on verra, là. Mais Ligue américaine, c'est pas un espoir, là. C'est pas un espoir, ce gars-là. Non, c'est ça. Je pense que Barron, c'est lui le plus près. En fait, étant donné qu'il y a déjà des petits matchs ici et là. Fait que ça va être à surveiller pour lui l'année prochaine. Mais moi aussi, je pense que je le ferai commencer dans la Ligue américaine. Puis, ça serait à voir par la suite avec peut-être des échanges. On ne sait pas avec Petrie. Peut-être que l'échange va se produire à la fin de l'année prochaine, à la date limite des échanges l'année prochaine. Fait peut-être que ça va être l'occasion à ce moment-là pour Barron de prendre un rôle un petit peu plus un peu plus gros, mettons. Yes, puis la dernière question, les boys, c'est Zachary Landry qui l'avait apporté un peu sur ce que tu parlais, Pascal, au niveau de l'arrivée des espoirs dans la LNH. Sa question, puis on va closer là-dessus, dans le fond. Quels sont les 5 meilleurs espoirs du CH? Fait que là, on va y aller. Au pire, on peut s'en nommer chacun un, puis sans nécessairement faire un top ou de quoi de même, mais c'est surtout en fonction de qui a le plus de chances de jouer dans la LNH rapidement. Pas au niveau potentiel, mettons, mais plus vraiment qui est plus NHL ready, qui va jouer le plus rapidement dans les. Mettons, il va consensus un peu. Il y en a qui sont faciles un peu là-dedans. Si on met Barron, si on met Goulet, si on met Mailloux. Goulet, Barron. C'est ça. Est-ce que Harris aussi compte dans les espoirs? Bon, ça, c'est des rendu. Mais c'est ça. Barron, il joue aussi. Je te dirais que peut-être que je suis biaisé par le fait que j'ai pas regardé Mailloux cette année, mais je pense que Harris est peut-être plus NHL ready, mais oui, mais Harris, il jouera pas dans la Ligue américaine, là, Harris. Il va rester dans la Ligue nationale, selon moi. Là. Fait que, moi, je pense qu'il va être quand même. Il va se débrouiller. C'est ça, il va se débrouiller aussi, Harris, là, rapidement. Le patin. Ouais. Au niveau des attaquants, Heinemann. Moi, Michak, je pense qu'il y a encore un bon espoir pour. Moi aussi, j'adore Michak, mais c'était marqué le plus rapidement. Michak, je ne le vois pas rapidement. 2 ans. Ouais, mais Heinemann, peut-être 1 an et demi, peut-être, mettons. Ouais, c'est ça. Mais si, mettons, on joue sur 3 mois, OK. Et Shane Wright.
Shane Wright. Ouais, c'est ça, ben, en Shane fait, c'est ça, l'espoir, le meilleur espoir du Canadien, ça va être celui qui va se faire drafter, probablement. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça le pire. J'espère. Il ne J'espère. faut pas oublier Farrell. Mais Farrell, par Il est contre, pas je le prêt. vois passer par le Rocket. Il est pas. Ouais. non, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Moi, j'avais vu la question comme étant notre top 5 des meilleurs espoirs du Canadien, point. C'est pas nécessairement lesquels qui sont le plus NHL ready. Puis, ça vaut ce que ça vaut, là, mais j'avais Mailloux premier parce que c'est lui qui a le plus gros potentiel. Goulet 2. Après Barron, Harris, Kidney. Ben, en fait, à partir de 3, 4, 5, ça commence à être interchangeable un peu. Là. Oui. Mais Barron, Harris puis Riley Kidney, je pense qu'ils passent un peu sous le radar. Là. Puis Logan Mailloux, on parlait du repêchage 2022, là, mais mine de rien, là, il n'y a pas beaucoup de joueurs ou de défenseurs en 2022 qui ont les atouts à Mailloux. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont le package qui présentent. Là. Sérieusement, moi, Pascal, je pense pourquoi que... tu ris? Non, Pascal, c'est un beau les rime. justifications, les atouts pour Mailloux, ça rime, mais je pense que sérieusement, en ce moment, puis comme je dis, j'ai juste vu ses 6 premiers matchs, là, puis au final, il en aura joué 12 dans sa saison. Là. Mais je pense je pourrais présenter un argument que Mailloux pourrait sortir 5e en 2022. Si j'avais à faire une liste, là, puis j'aurais à inclure Mailloux, je pense qu'en date d'aujourd'hui, là, je pourrais argumenter facilement pour mettre Mailloux 5e sur ma liste Ben, en 2022. Tu pourrais argumenter. Argumente, Ouais. mon gars. Mais le problème avec Mailloux, c'était. Là, puis là, j'enlève ce qui se passe à l'extérieur, qui s'est passé à l'extérieur de la patinoire. Mais le problème avec Mailloux, c'est si tu ne l'avais pas suivi avant la pandémie, c'était dur de faire une idée sur ce gars-là parce que si, mettons, tu te fies juste à la hockey à Tam, comme moi l'année passée, j'avais vu 7-8 matchs, là, je ne me souviens pas de mon total exact, puis je l'avais genre 46, le Mailloux, parce que avec l'échantillon qu'on avait, c'était tellement difficile. En ce moment... Moi, je l'avais pas classé, Mailloux. J'avais regardé une game, mais je ne l'ai pas classé pantoute. Hein. Ben, c'est ça. Moi, on avait eu accès... en tout cas, moi, j'avais regardé quelques matchs de hockey à Tam, puis c'était le free-for-all là-bas. En plus de ça, il y avait pogné la COVID. Eux autres, ils avaient pogné la COVID dans l'équipe, en plus de ça. C'est une catastrophe. Mais bref. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, tu le classes... Mettons, on l'avait classé comme là, je l'avais 45, mettons. Puis là, en ce moment, on refait un draft. Il se fait repêcher cette année avec ce qu'on a vu l'année passée, en excluant encore une fois ce qui s'est passé à l'extérieur de la glace, en voyant ce qu'on a vu cette année. C'est sûr qu'il y a un case pour le mettre plus haut. Je sais pas top 5, ça serait peut-être débattable, mais il y aurait un case pour le mettre assez haut, au moins dans la cuvée de défenseurs qu'il y a là. Il peut se comparer avantageusement à des gars peut-être comme Mintyukov ou... puis là, c'est sûr qu'il est un an plus vieux, mais bref, essayer âge pour âge, mettons, ça serait un gars qui pourrait se comparer au Mintyukov, au Nemeth. Tu pourrais trouver un case pour les comparer puis faire en sorte que c'est peut-être un top 10-ish, mettons. Ouais, facilement. C'est ça, mais ça, c'est avec ce qu'on sait maintenant. Parce que, tu sais, l'année passée, Hockey Prospect, ils étaient high dessus, puis, tu sais, chapeau à eux, parce qu'ils l'ont suivi, eux autres, déjà l'année suivante, l'année précédente, puis ils l'ont suivi l'année passée. Fait qu'eux, tout de suite, ils savaient un peu le genre de joueur que c'était, ils savaient un peu quel genre d'outils qu'il y avait. Fait que ça, c'était le fun pour eux, puis ils n'ont pas dérogé de leur plan, puis ils l'ont mis assez haut. Fait que ça, c'est bien pour eux. Mais c'est ça, comme nous autres, étant donné qu'on n'a pas toute cette connaissance-là, et on y va au meilleur de nos capacités, ben c'est sûr que c'était compliqué pour nous de le mettre là. Si Morrow, toi tu parles de Morrow, là, il a joué, moi je l'avais vu à Sherlock, puis pour vrai, à St. Mary's, là, c'était quand même... C'était un peu facile là-bas. Là. Lui et Bouillum, là. Il n'y avait pas d'affaire là. Mais non, c'est ça. Lui et Bouillum, les deux, c'était dégueulasse. Là. Il n'y avait pas d'affaire là. Fait que, tu sais, le fait qu'il ait joué en USHL en série, ça lui a donné une meilleure vision un peu de qu'est-ce qu'il pouvait avoir avec. Mais le pire, c'est que ces séries, ils ont donné comme une vision peut-être plus négative un peu. Là, parce qu'ils l'ont même permuté à l'aile en fin de game pendant certains matchs. Sauf que tu le voyais. Sauf que tu le voyais au moins dans un niveau. C'est ça, tu le voyais dans un niveau qui avait de l'allure. Tu sais, là, les kids à St. Mary's, ce niveau n'était pas là. Mais c'est ça.
Mais c'est ça. Je pense que Mayu et Morrow, ben là, je ne veux pas le comparer avec Morrow, mais c'est des gars qui, c'est sûr qu'avec le recul, ils ne seraient pas repêchés où est-ce qu'ils ont été repêchés. Ah, puis il y en a plein d'autres. Tantôt, j'avais parlé de Jack Bird, j'avais parlé de Matthew Nyes, Stankoven, que je ne tripais pas nécessairement dessus. J'en ai un. Tu sais. Ouais. À chaque année, il va y en avoir. Là. Exact. Il suffit de savoir qui va être la grosse drop cette année au repêchage. Les boys, 3h50 quelques et des poussières de podcast, all right. En 2 parties. Pour les épisodes, je vais les splitter en 2 parties. Ouais. Repêchage puis Canadien. Merci de votre participation. C'était super plaisant. On se parlait par-ci, par-là de faire un petit projet de War Room avec le TSLH Espoir. Ça ressemblait, on a eu des petits échanges épicés. C'est pas pire. Ben aimé ça. Ah, pour vrai, non, mais c'est le fun. On partage nos opinions, puis même si elles sont différentes, c'est intéressant d'avoir les points de vue aussi. Puis non, c'est ça qui est plaisant. Merci Saint-Lô d'avoir participé à ton premier podcast à vie. On salue ta performance et non pas au niveau de ta consommation, mais plus au niveau du contenu que tu as apporté. C'était vraiment plaisant. Merci encore une fois, Simon, d'être venu sur le podcast. Pascal, ben, je te vois à toi et Christy d'épisode, fait que j'ai plus besoin de te remercier. Fait que... Merci de m'avoir accueilli, les gars. Comme je disais, s'il y a un live pour le draft, je vais être là. J'ai bien aimé ça. Puis je pense qu'on peut dire sans l'ombre d'un doute, le MVP du podcast, c'est clairement ma vessie. J'ai une collection de canettes. J'ai une collection de canettes assez impressionnante à mes côtés. Pas une fois, je me suis levé, ne serait-ce qu'une fois pour aller au petit coin. Ouais, tu m'as battu. Ouais, tu m'as battu à ce niveau-là. Ma vessie, elle est la first star. Hey, c'est pas pire, en plus d'être à une première fois dans un podcast, le gars, il est capable d'avoir un bon punch-out pour finir un épisode. Fait que, ouais, solide. Fait que l'épisode va être disponible sur toutes les plateformes, en vidéo sur YouTube, en audio sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes habituelles. On vous remercie énormément pour la participation de cet épisode-là. Pour vrai, j'ai été agréablement surpris de voir le nombre de questions qu'on a eues. Puis on va essayer de tout vous retaguer aussi dans l'épisode là, pour que vous puissiez avoir accès rapidement au lien qui va sortir sous peu. Là. Donc, merci à tous. Merci les boys. Puis on se revoit dans un prochain épisode.